Alors, sur les 8 départements, si on considère que Paris est un département, nous avons 5 femmes têtes de liste départementales et 3 hommes. Et parmi ces 8 personnes, donc 5 femmes et 3 hommes, je tenais vraiment à ce qu'on ait une, euh, une image de ce qu'est Île-de-France en commun et ce qu'est l'Île-de-France. C'est-à-dire, Île-de-France en commun, c'est un rassemblement de plusieurs partis de gauche, de citoyens et de citoyennes de la société civile engagée, qui est à l'image de la société francilienne, c'est-à-dire diverse, à la fois en termes d'origine, en termes de parcours, en termes d'origine sociale, en termes de couleur de peau, voilà, d'origine géographique, etc. Et je suis assez contente d'avoir constitué cette liste de 225 candidats qui sont vraiment franciliens, à l'image de la diversité de l'Île-de-France, et que ça se retrouve aussi parmi les têtes de liste. Donc on a 2 têtes de liste société civile, c'est Aïssata Seck en Seine-Saint-Denis et moi-même, qui de toute façon Aïssata était numéro 2 puis elle est passée numéro 1, donc elle était de toute façon prévue comme étant très haut. Et puis voilà, on a les autres têtes de liste ont des âges différents, des origines différentes, etc. Encore une fois, très à l'image de la population d'Île-de-France. Évidemment, le soutien aux associations féministes et qui se battent pour l'accès aux droits pour les femmes, de toutes les femmes. Je me suis beaucoup impliquée pendant cette campagne et je continue de le faire aux côtés des associations de défense des droits des femmes lesbiennes, bi et trans. Les femmes transidentitaires sont vraiment complètement invisibilisées dans toutes les luttes pour l'égalité des droits, pour l'accès aux droits, pour l'accès à la santé, pour l'accès à la sécurité pour les femmes. Elles sont vraiment, la plupart du temps, complètement invisibilisées et je souhaite vraiment que la région soit un lieu sanctuaire pour les femmes trans. Les femmes lesbiennes, bi, trans en général, et les femmes lesbiennes, comme c'est la majorité des LBT, sont confrontées à des problèmes de santé spécifiques qui passent sous les radars. Par exemple, quand on parle de la prévention du sida, tous les efforts qui sont faits pour la prévention du sida, pour la PrEP, etc., c'est très important. Mais ça concerne essentiellement les hommes et on considère que des femmes ayant des relations sexuelles avec les femmes ne sont pas concernées. Donc elles échappent à énormément de financement, à énormément de politiques de santé, de prévention et d'accompagnement. Et en plus, elles ont des problématiques de santé spécifiques qui ne sont pas identifiées par les médecins souvent, que ce soit les médecins généralistes ou que ce soit les médecins spécialisés. Et pour faire face à ça, en plus de travailler avec elles, de les accompagner et d'entendre ce qu'elles ont à proposer comme solution, ce que nous voulons, c'est vraiment mettre en place des formations des médecins généralistes en Île-de-France, de tous les accueillants santé dépendants de la région, pour qu'il n'y ait plus soit des réflexions désobligeantes qui soient faites, soit de mauvais diagnostics qui soient posés, soit des problèmes sous-estimés, parce que la santé sexuelle des femmes, et singulièrement des lesbiennes bitrans, souvent est pareil, échappe à la formation de certains médecins et à leur pratique quotidienne. Et à cela, je peux ajouter tout ce que nous avons prévu. Alors en fait, en plus des dispositifs qui existent déjà pour l'égalité femmes-hommes, ce que nous avons prévu, c'est de créer une vice-présidence LGBTQIA+, sur les questions LGBTQIA+, qui n'existe pas aujourd'hui, qui sera dédiée aux questions des LGBTQIA+, qui sera dotée de moyens réels d'action. On porte tout un éventail de propositions sur les questions LGBTQIA+, avec la création de cette vice-présidence et les moyens dont nous allons la doter, à la fois en termes d'information de la population en général, dans les écoles en particulier, de formation des travailleurs sociaux, des accompagnants pour que le parcours transitionnel, par exemple, de femmes ou d'hommes qui veulent changer d'identité assignée, la révélation, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot, mais le moment où à l'adolescence, un garçon ou une fille, eh bien, soit découvre, soit comprend, parce
parce qu'il y a des signaux, mais soit comprend que son orientation sexuelle n'est pas une orientation hétérosexuelle, tout ça, que tous ces parcours-là puissent être accompagnés dans la plus grande bienveillance. Et puis bien sûr des dispositifs sur la santé sexuelle, sur la santé reproductive, sur la prévention des attaques sexistes, etc. Donc tout ça va concerner aussi les femmes. Et j'en termine, pardon, j'étais un peu longue, sur la question de la sécurité pour les femmes, la sécurité dans l'espace public et la sécurité dans les transports. Donc sur la sécurité dans l'espace public, on va entamer un grand travail avec les différentes municipalités et leurs polices municipales. Alors, il y a déjà beaucoup de municipalités qui ont engagé des formations, des sensibilisations, déjà des agents de police municipale sur les questions d'identification, de harcèlement, de recueil de la parole, etc. etc. Et puis au sein des brigades de police municipale, d'égalité femmes-hommes et tout, mais on veut vraiment accompagner les municipalités dans la formation des polices municipales et dans les transports, puisque les deux dépendent de la région, dans les transports, mettre en place beaucoup plus de forces de sécurité, de maintien de l'ordre, pour tout le monde évidemment, mais essentiellement pour les femmes. 100% des femmes qui utilisent les transports en Île-de-France disent avoir été l'objet soit de propos sexistes ou déplacés, soit d'agressions sexuelles qui parfois sont d'une très grande gravité. C'est de toute façon grave, mais les plus graves qu'on puisse imaginer. Et donc ça, évidemment, ce n'est pas tolérable. Il y a déjà pas mal de choses dans tout ce que j'ai dit là, hein, sur la sécurité. Après, moi, ce que je voulais aussi, c'est vraiment étudier avec les municipalités le fait de pouvoir installer dans la plupart des villes dès 5 000, 10 000 habitants des haltes pour les femmes dans les mairies, dans les lieux dépendants des municipalités. Alors soit c'est des haltes de jour, des haltes de nuit, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement. Et puis il y a aussi un gros travail à faire de la part de la région sur le soutien, que ce soit aux associations, que ce soit aux médiateurs, que ce soit aux travailleurs sociaux. Y compris dans les lycées, parce que quand on dit les femmes, on oublie parfois les jeunes filles, y compris dans les lycées. Moi, je suis très attachée au fait qu'il y ait beaucoup plus d'infirmières et d'infirmiers, mais c'est souvent des femmes, d'infirmières scolaires dans les lycées, de psychologues scolaires dans les lycées, d'assistantes et d'assistants sociaux dans les lycées, parce qu'il y a une très très forte demande de la part de la jeunesse de prise en charge par ce type de professionnels qui sont hyper dévoués mais qui sont débordés et qui nous disent qu'à cause du Covid, il y a vraiment eu une recrudescence très forte de mal-être chez les adolescents et les jeunes adultes, et les jeunes filles en particulier, des souvenirs traumatiques qui remontent à la surface, des violences qui se sont produites pendant les situations de confinement. Et déjà, avant cette crise, il y avait les personnels d'accueil de ce type, les assistants sociaux, les psychologues scolaires, les infirmières, étaient en sous-effectif et avaient trop de tâches à accomplir. Aujourd'hui, c'est encore pire, évidemment. Donc, il faut absolument pouvoir les accompagner de façon forte et déterminée. Et puis après, c'est évidemment toutes les associations que nous allons continuer à soutenir, et soutenir avec beaucoup plus de moyens de volontarisme, parce que j'ai cru comprendre que pendant la mandature actuelle, ça n'avait pas été la tendance, même s'il y a des résultats, hein, il y a des chiffres, etc. Mais enfin, quand même, ça aurait pu être mieux. Oui, mais de toute façon, toutes les femmes seront concernées par ces mesures-là. Mais je parlais tout à l'heure des adolescentes, ça me fait penser que beaucoup de mères et de chefs d'établissement et d'enseignants, de syndicats d'enseignants, etc., m'ont fait remonter le fait que alors, le phénomène existait déjà avant et qu'il s'est aggravé avec les confinements, etc., etc. Il y a un phénomène de prostitution des jeunes filles par des proxénètes qui sont eux-mêmes mineurs, qui sont souvent leurs petits copains, etc.
qui prend de l'ampleur et que la communauté scolaire est totalement démunie par rapport à ça. Elle ne sait pas quoi faire. On fait un signalement, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est des actions très ciblées, très précises, qui demandent de la part de la région un rôle vraiment de coordination, de concertation, d'écoute et de travail vraiment dans la dentelle pour arriver à avoir des réponses précises à des problèmes qui peuvent paraître peu répandus alors qu'en fait ils le sont plus qu'on ne le croit et qui surtout sont très graves et devant lesquels on n'a pas les dispositifs et on n'a pas les solutions. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec les campagnes d'information que nous mettrons en œuvre avec cette vice-présidence LGBTQIA+, mais ça va s'étendre évidemment. Ces campagnes d'information qui seront dans les collèges, qui seront dans les lycées, puisque même si les collèges ne dépendent pas de la région, mais on peut s'entendre avec les départements pour que ça rentre aussi dans les collèges, qui seront dans l'espace public et à destination de toutes et tous. Elles vont concerner les LGBTQIA+ phobie, mais aussi les questions d'égalité femmes-hommes, donc pour nous, dès le collège et le lycée. Les différentes pratiques d'écriture inclusive, je sais que il y a des gens qui sont très énervés par ça, mais bon, voilà, c'est un peu un combat d'arrière-garde. C'est une petite gymnastique intellectuelle, mais une fois qu'on l'a acquise, ça va assez vite. Il y a des études sur le fait que ça serait une méthode très discriminante à l'égard des dyslexiques, mais d'autres et des dysorthographiques, mais il y a d'autres études qui disent le contraire. Donc, évidemment, c'est difficile d'imaginer un roman, même une pièce de théâtre. Et bon, là, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais bon, on ne va pas réécrire ce qui a déjà été écrit, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas réécrire la comédie humaine ou les Rougon-Macquart, voilà, on ne va pas réécrire la Bible, c'est pas ça l'objet. Mais que dans des documents officiels de la région, il y ait d'écriture inclusive, je pense que voilà, les gens s'y sont habitués, c'est presque une écriture administrative maintenant. Et après, il y a des pratiques langagières que j'engage chacune et chacun à adopter. Personne n'est à l'abri d'oublier un jour, etc. Oui, ça arrive. On se reprend et puis c'est pas très grave. Enfin, voilà, il n'y a ni mort d'homme ni mort de femme. Hein. Soyons inclusifs aussi dans dans les expressions. Oui, dans les documents officiels, il y aura de l'écriture inclusive. Oui. Bon, déjà, je peux me considérer comme une féministe de l'ancien temps, une féministe boomer. Ça ne me dérange pas en fait, mais je vais être plus explicite. Donc, moi, je suis une féministe inclusive, je suis une féministe universaliste et inclusive. Je considère que les droits des femmes, les droits humains en général, hein, pas que les droits des femmes, donc les droits humains en général, sont universels. Et que de dire que ce serait du néocolonialisme de considérer qu'il faut que les droits soient les mêmes partout, etc., c'est une hypocrisie. Parce qu'au nom de quoi une femme, parce qu'elle est née en France ou en Europe, disons, parce qu'elle a telle ou telle origine sociale, telle ou telle religion, pratique, etc., verrait tous ses droits respectés en France ou en Europe et pas dans un autre pays du monde, au motif que dans cet autre pays du monde, il y a une autre culture. Donc ça veut dire que celle qui naît dans un autre pays, elle a moins de droits parce que c'est juste une question de culture. Ben non, les droits humains, ils sont universels. Je conçois que il y ait justement des situations qui font que les droits et les aspirations des femmes ne peuvent pas se réaliser. Et je ne dis pas que ce soit normal, pas du tout, mais je dis juste qu'il faut arriver à faire en sorte que partout dans le monde, les droits des femmes, les droits des discriminés, j'aime pas le mot minorité, parce qu'on est une majorité en fait à nous tous discriminés,
que les droits des personnes discriminées soient partout les mêmes. Et que dans les endroits où ça ne marche pas, eh bien qu'on fasse en sorte que ça marche. Que dans les endroits où des femmes ou des hommes sont persécutés parce qu'ils ou elles sont homosexuels ou bi ou trans, eh bien qu'on fasse en sorte que leurs droits soient respectés. Donc moi je suis plutôt une féministe qui est dans ce sens-là, et puis je disais inclusive parce que je reprends la blague, moi j'ai rien contre les hommes ou alors tout contre, mais je crois que désassigner les femmes, c'est aussi désassigner les hommes. Et qu'on a tous intérêt à être féministes. Toutes les femmes ne sont pas féministes. Il ne suffit pas d'être femme pour être féministe, et que certains hommes sont féministes, donc tant mieux. Et qu'on a tous intérêt, femmes ou hommes, à être féministes. Et que donc ce féminisme, je le vois comme étant une construction d'une société plus apaisée pour les femmes et pour les hommes. Avec les femmes et avec les hommes. Ce qui n'empêche que je sais et je revendique le fait qu'il y a des espaces dans lesquels les femmes doivent pouvoir s'exprimer, se rencontrer entre elles, parce qu'il y a une parole qui est différente, qui s'exprime différemment quand elle est comme ça entre personnes qui sont victimes des mêmes discriminations. Mais ça ne veut pas dire que la parole ne s'exprime que là, ça ne veut pas dire que le combat ne se passe que là. Il y a plein d'espaces de conquête des droits des femmes et de conquête féministe où nous sommes avec les hommes, nous partageons avec eux, nous menons le combat avec eux et nous sommes heureuses qu'ils soient là avec nous. Et puis il y a des moments, il y a des espaces où, sans invective, sans négativité, on veut juste pouvoir se parler entre nous et de façon plus spontanée et plus fluide.